Et yo Nakamas, Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois pour une nouvelle interview d'un comédien de doublage. Et on se retrouve aujourd'hui avec une grande personne, une grande personnalité de ce métier, avec Bastien Bourlet. Bienvenue à toi Bastien. Salut, bienvenue à moi aussi. Ça va? Ça va et toi? Ça va, tranquille. Je te remercie en tout cas de nous accorder de ton temps. On sait que bien sûr les comédiens de doublage, vous avez beaucoup de travail, que vous avez pas forcément de temps pour tout ça, mais j'espère en tout cas que ça va te plaire de venir ici sur cette chaîne et de partager un peu ton expérience avec tous les abonnés, aussi tous les passionnés de l'animation qui entendent ta voix au quotidien dans leurs animés préférés et qui ont envie d'en savoir peut-être plus sur ton évolution et tout ça. Ouais, Merci à toi en tout cas de ton temps. De toute façon, en ce moment, c'est calme cette fin d'année. Ouais, avec le Covid et tout, j'imagine que les projets ont un peu été éparpillés et tout ça. Ça va, parce qu'au final, il y avait beaucoup de l'audiovisuel, c'est ce qui a continué de marcher, tu vois, avec Netflix et compagnie, la télévision, tout ça, il y a des programmes à faire. Donc, mais les fêtes de fin d'année, c'est plutôt calme en général, de toute façon. Les gens prennent leurs vacances, les gens vont en famille, donc, bien sûr. Donc là, ça va, je suis en mode cocoon. Un peu plus là, t'es bien préparé, t'as passé des bonnes fêtes de Noël, t'as bien mangé, t'as bien bu, avec modération bien sûr, ouais, t'as bien été gâté et tout, donc nickel. Et ouais, en plus il y a le jour de l'an qui arrive, histoire de se mettre une petite race avant la nouvelle année. Non, à consommer. Eh non, Covid. Et ouais, restrictions. Alors du coup Bastien, déjà je te remercie encore de ton temps, et je voulais faire un petit rappel de ton parcours au niveau bien sûr des personnages que tu doubles pour les abonnés peut-être qui ne te connaissent pas. Il me semble que tu as doublé les personnages de Soma dans Food Wars, de Sora dans No Game No Life, de Karma dans Assassination Classroom, de Izuku dans My Hero Academia, de Genos dans One Punch Man, Yuno de Black Clover, Meruem de Hunter x Hunter, et surtout Eren Yeager de SNK. Ouais. Peux-tu nous parler un petit peu de l'ensemble de ce parcours-là? Qu'est-ce que ça t'a inspiré d'incarner des personnages, j'allais dire, aussi incroyables que ceux que tu as pu incarner justement? Pour moi personnellement c'est particulier parce que moi je regarde pas d'animé, donc si tu veux j'ai pas le même rapport au personnage. J'ai pas forcément la connaissance du personnage en amont à me dire c'est un personnage énorme ou c'est un animé énorme et c'est incroyable d'incarner ça. J'ai pas le même ressenti si tu veux. Je me rends compte par la suite en fait, après avoir enregistré, après que ça a été diffusé, quand les gens viennent te voir et disent putain je suis fan de tel animé, je suis fan de tel personnage, ça me fait kiffer que tu le fasses, j'aime bien ce que tu fais, tout ça. Et en voyant le succès des animés, je me rends compte après que c'est des gros trucs. Parfois aussi on me prévient avant, on me dit pour l'Attaque des Titans par exemple, qui était mon premier gros rôle d'animé, on m'avait dit voilà c'est un truc qui est très attendu en France, c'est un gros animé, c'est un truc assez énorme, qui m'a bien mis la pression d'ailleurs. Et donc là je savais que c'était quelque chose d'assez fort. Ah ouais carrément, c'est vrai que quand t'as Eren Yeager, enfin sur le coup on te dit Eren Yeager, en plus tu vois le personnage il paraît pas hyper badass parce que forcément dans les premières saisons il est encore un peu jeune et tout, et on te dit après que l'Attaque des Titans ça a pris pas mal d'ampleur et tout, que ce soit au Japon ou en Europe, t'as dû te dire finalement je m'en suis bien sorti quoi. J'avais la pression avant parce qu'on m'avait déjà dit que c'était un gros truc et on l'attendait vraiment en France si tu veux, donc fallait pas que je me rate. Ah bah oui là, tu m'étonnes. A priori ça a relativement plu, donc écoute tant mieux. Je pense qu'après de toute façon les gens suivent surtout l'animé, hein. La plupart des gens regardent pas en VF de toute façon, et pour ceux qui regardent en VF, je pense que l'idée c'est que tu fais pas gaffe, tu regardes ton produit, ton animé, et si ça marche tant mieux. Le but d'une VF c'est que ça colle suffisamment pour que ça te sorte pas de ce que tu regardes. Si à un moment donné tu te dis putain ça joue mal, ou prends pas ce qu'ils disent, ou il y a un truc qui déconne, c'est que ça a été mal fait. Donc la plupart du temps, je pense que les gens font pas attention en fait. Et du coup, donc justement, je voulais rebondir sur ça parce que c'est quand même une thématique qui est intéressante. Qu'est-ce que tu penses en général des critiques qu'il y a sur la VF? Parce que du coup, c'est vrai qu'en général, comme tu disais, ceux qui regardent en général les animés en VO sous-titré français ne vont peut-être pas regarder ensuite en VF pour regarder deux fois le même animé ou peut-être se faire un avis. Qu'est-ce que tu penses des critiques qu'on peut entendre en général sur la VF? Parce que pourtant, moi je suis 95, des animés j'en ai vu des tonnes et des tonnes. Et que ce soit dans les années 90, début 2000 et 2010, on est quand même d'accord qu'il y a des animés avec une très bonne VF, il y en a plein, que je pense à Hunter x Hunter, je pense à Kuroko Basket, Détective Conan, enfin je pense à Naruto aussi éventuellement, et que des grosses œuvres en tout cas. Donc pourquoi il y a une certaine critique envers la VF qui à mon sens n'est pas justifiée? Qu'est-ce que tu peux en penser toi en tant que comédien justement, qui est au front de cette problématique? C'est un peu compliqué, bon déjà j'ai envie de te dire les goûts et les couleurs, tu peux pas plaire à tout le monde et tout le monde n'aime pas les mêmes choses. Ensuite, ce qui est marrant, c'est que la plupart des gens qui critiquent les VF sont pas vraiment ceux qui les regardent. C'est un peu incohérent. Ils vont avoir écouté 2 phrases d'une VF et dire que c'est de la merde. En plus, souvent, je me rends compte que
la critique vient pas tant du jeu des comédiens, mais plus souvent soit de la traduction, Ouais, la soit de la traduction, voix ouais. en fait. Donc on va te C'est dire vrai. non mais ça n'a pas été bien traduit, il dit pas exactement ça dans la VO, etc., etc. Bon, faut savoir que après la traduction, il y a une adaptation puisqu'il faut que ça colle au mieux, enfin pas aux voix, mais pour un animé, c'est un peu compliqué. T'as pas vraiment de labial, enfin le labial est pas le même, mais c'est les mouvements de la bouche. Mhm. Donc tu fais en sorte que les mots collent au mouvement de la bouche le plus possible. Pour un animé, c'est un peu différent, évidemment. Et puis après, tu adaptes aussi par rapport au langage français pour que ce soit plus clair, que ce soit plus logique dans notre langue. Donc forcément, Mhm. il y a des choses qui changent et c'est pas exactement pareil que la VO. Les sous-titres non plus sont pas pareils du tout. Donc ceux qui critiquent la VF pour ça, ferait mieux d'examiner les sous-titres. Et s'ils parlent japonais, ils peuvent se rendre compte que c'est pas du tout la même chose non plus. Après, Oui, pour ce qui est des voix, là aussi c'est particulier, c'est une question de goût. Dire qu'une VF est mauvaise parce que la voix est pas la même qu'en VO, c'est un peu stupide. Déjà, c'est pas les mêmes comédiens, donc la voix est différente. Ensuite, en France, on a une tendance à faire quelque chose qui est, moi je trouve assez logique, c'est de prendre une voix normalement vis-à-vis du physique. Les animés, beaucoup moins. Quand tu te rends compte qu'en VO, des gamins qui ont entre 13 et 15 ans ont des voix d'adultes, c'est pas très logique. ah, c'est bizarre, ouais. Ah ouais, Je donc nous comprends. on met sur un ado, on met une voix d'ado, point. J'ai doublé ça en animé il y a pas longtemps, qui sortira sur Netflix, et le mec a une vingtaine d'années, je crois, enfin même pas, il me semble qu'il sort du lycée, Ouais, donc il a 17 ans, 18 ans, quoi. donc a Ah ouais. priori tu lui mets une voix jeune. Ma voix passe, tu vois. En VO, il a la voix d'un mec de 30 ans qui a 3 paires de couilles, donc ça n'a aucun sens. Je vois. C'est la logique japonaise, ils s'en foutent là-dessus, je Je pense qu'ils vois. sont pas très... je pense qu'ils sont pas aussi pointus là-dessus que nous, et on va vouloir absolument avoir une voix d'ado. On va pas se dire, bon, bah s'il a une voix d'adulte, on lui met une voix d'adulte. On voit un ado à l'image, on lui met une voix d'ado. Quand tu regardes en français, tu dis, ok, ça colle. Une voix d'ado sur un ado, ça me choque pas. Ouais, les Japonais ils ont peut-être plus une logique en mode le mec il peut modeler sa voix à un certain niveau et du coup ça peut Peut-être, passer ouais. Et facilement. là, Ouais, il la module même pas. Enfin, c'est vraiment un mec juste avec une grosse voix. Et on aurait pu faire ouais la c'est même ça. chose en VO et mettre une grosse voix. Sauf que Je vois. ça marche pas. Enfin, sur son physique, ça marche pas. Et puis, il n'y a pas de logique là-dessus. Donc, généralement, on est sur cette logique-là, tu vois, en France. Et du coup, ouais, on critique beaucoup là. Enfin, les gens critiquent beaucoup ça, mais je m'en fous en fait. Parce que souvent, là, je trouve que les critiques sont pas argumentées. C'est vraiment. Les trois quarts du temps, ça s'arrête à la VF, c'est de la merde. C'est la loi d'internet malheureusement. Ouais, je pense dans tous les métiers comme Oui, ça, ou même Internet, moi oui, ça en c'est tant que clair. youtubeur je vois et on donne la parole à tout le monde, à n'importe qui peut dire n'importe quoi et des fois tu sais lancer des petits bad buzz C'est un peu n'importe inutilement quoi. et Ouais, ouais. souvent sans argumentaire quoi. Moi, je réponds C'est pas, parce que chiant. de toute façon, il n'y a pas d'argument. S'il n'y a pas Bah d'argument, il ouais, n'y a pas de débat à avoir. Donc ça s'arrête là, en fait. T'aimes pas, bon bah tant pis. Tu exactement. trouves que ce que je fais, c'est de la merde. Bah ok. Qu'est-ce que tu veux que je Mais je réponde te à rejoins ça, sur tu ton vois. argument, ouais. Je Vraiment, te je me rejoins prends sur le pas la fait que tête ce là-dessus. soit. C'est parce que, je te dis, les trois quarts du temps, c'est des critiques... c'est des critiques très pauvres, en fait. C'est vraiment Ouais voilà, aussi pauvres c'est que, ça. que, que les arguments qu'ils veulent défendre en disant la VO, la VO, la VO. Oui, sur le principe, la VO est supérieure. C'est logique, c'est l'origine, c'est le produit d'origine, c'est l'ambiance, c'est La les voix culture, c'est d'origine, c'est tout, le ouais. son d'origine. Donc tu peux pas faire Bien mieux, sûr. normalement. Parce que il y a des VO qui sont très mauvaises aussi, hein, partout. Ah, j'en ai vu des fois des VF qui dépassaient des VO, ça existe, hein. Bien sûr, que ce Après, soit sur des jeux vidéo, que ce soit sur des films, des dessins animés, des animés, j'en sais rien. Il y a pas des bons comédiens partout, donc parfois il y a des VO qui sont mauvaises. Comme il y a des VF qui sont aussi mauvaises, il faut le dire, hein, c'est pas qu'une question de... Il y a des bonnes VF, il y a des mauvaises VF, il y en a des moyennes. C'est comme pour tout, c'est comme pour la musique, c'est comme pour les films, il y en a des bons, il y en a des mauvais, et puis après ça reste aussi subjectif. Il y a des gens qui vont aimer des choses, d'autres qui vont pas aimer, à savoir si c'est bien ou pas, tu vois. Moi je peux reconnaître quand c'est bien fait. Après on n'aime pas, c'est autre chose, mais moi ça m'arrive de pas aimer certaines VF à cause de la voix, justement, c'est bizarre, mais je Mhm. reconnais que c'est bien joué, que c'est bien foutu, que t'as le labial, tout ça. Mais par exemple, la voix me plaît pas par rapport au Ah, ça après, personnage, si ouais, tu les veux. goûts et les couleurs, comme d'habitude, ouais. C'est Par ça. exemple, je trouve que ça colle pas au personnage, ou alors ça peut être juste Mhm. personnel, hein. Je peux avoir une voix qui sonne pas bien à mon oreille, ou il y a des VF qui fonctionnent pas parce que, si tu veux, par exemple, il y a une série qui s'appelle Community,
Pour moi, la VF fonctionne pas parce que les voix, la moitié des voix collent pas sur les personnages, je trouve. Et ensuite, c'est très particulier parce que c'est une série qui parle beaucoup, qui parle très vite, qui est extrêmement référencée. Si t'as pas les références, t'as la moitié de l'humour qui tombe à l'eau. Ouais, t'es perdu totalement, quoi. Et en VF, avec l'adaptation, bon bah les pauvres, ils font ce qu'ils peuvent, mais il y a plein de choses que tu peux pas adapter. Et par rapport au rythme, pour l'anglais, je trouve que c'est plus facile d'aller très vite parce que les mots sont plus courts. T'as des formules en anglais qui sont beaucoup plus longues en français. Donc si tu veux, la langue française fait que quand tu vas vite et que tu dois dire beaucoup de choses, parfois c'est un peu lourd, c'est un peu c'est mal à la tête un peu, ouais, tu te perds, ouais, c'est ça. Ouais, tu te prends plein d'infos dans la gueule et ça passe pas forcément parce que faut enchaîner les mots. En anglais, c'est tellement plus facile. Du coup, il y a certaines choses qui passent mieux en anglais quoi qu'il arrive. Donc pour moi, c'est pas une bonne VF. Après, je pense que c'est peut-être aussi un peu difficilement adaptable. Ouais, c'est ça, il y a aussi les difficultés de la traduction et tout ça. Et puis surtout, comme tu disais tout à l'heure, et je rebondis aussi un petit peu là-dessus, tout à l'heure tu me parlais notamment de pression par rapport à l'Attaque des Titans. On disait que c'était une grosse série, faut pas te rater, faut vraiment que tu interprètes bien le personnage, etc. Est-ce que cette pression, elle change un petit peu ton quotidien dans le travail? Est-ce que ça te... Pas dire que ça te stresse, mais est-ce que des fois ça te fait baisser en performance ou au contraire ça te motive justement à te dépasser par rapport à des petits animés, des petits dessins animés qui justement ont moins de pression, ont peut-être moins de budget et tout ça, et t'as moins de pression simplement à tourner, quoi. Comment tu l'apprends cette pression, toi? Si, la pression, ça met du stress, forcément. C'est un peu le principe du tract. C'est un peu le principe du tract pour un comédien avant de monter sur scène ou de tourner, ce genre de choses. Le bon track. Moi, je fonctionne pas bien à la pression et au stress, dans le sens où si je suis stressé, ça peut me faire perdre en performance, parce que je vais être moins à l'aise. La voix réagit beaucoup en fait aux émotions. C'est un truc qu'on entend très facilement. Hein. Quelqu'un qui, que ce soit quelqu'un qui soit en colère ou quelqu'un qui pleure, qui t'entend que la voix elle est pas la même. Elle déraille un peu, ouais. Elle craque. Ça change aussi en fonction de ton état de santé, enfin si t'es en forme ou pas. Donc le corps est important et l'émotion est important aussi pour ta voix. Ce qui fait que si ça me stresse, c'est un truc qui peut me tendre jusque dans les cordes vocales, par exemple. Je vois. Et puis après, tu peux perdre tes moyens parce que t'as peur de te rater justement, et bizarrement c'est ça qui peut te faire te rater. Donc moi, vaut mieux que je sois détendu en fait pour que ça se passe bien. D'accord. Heureusement, la plupart du temps, c'est un métier qui se passe dans de bonnes conditions, où t'es face à des gens sympas et bienveillants. T'as une bonne ambiance, t'as un peu d'humain quand même qui fait que t'es mis à l'aise. Donc même si j'étais... Ça va, au moins t'es mis dans de bonnes conditions. De quoi? T'es mis dans de bonnes conditions, puis même j'imagine que avec vos collègues, vous vous mettez en condition facilement, vous arrivez à vous détendre. Le truc c'est que normalement la plupart du temps en doublage, c'est vrai que t'es relativement seul. Donc c'est toi, l'ingé son et le directeur de plateau. D'accord, ouais. Même du coup pendant les scènes justement, t'as pas ton coéquipier. Enfin, par exemple, je pense à une scène, moi qui m'a rendu dingue, je pense, dans toute l'animation et auquel t'as participé notamment. C'était quand t'avais interprété le rôle de Meruem dans Hunter x Hunter et que t'avais fait la scène avec Komugi. Tu sais, je sais pas si tu te rappelles, à la mort des deux personnages à la fin. Et c'est des scènes où ils jouent tous les deux au Gungi, un jeu japonais. Ouais. Et c'est une scène qui est puissante dans l'émotion qu'il ressentit, dans le sens que le personnage va s'humaniser de plus en plus, qui ressent des choses envers l'un et l'autre. Et c'était une scène qui était hyper touchante et puissante, et qui m'a marqué, mais vraiment de ouf, et qui a fait que moi, la VF de Hunter x Hunter, je l'ai encore plus surkiffé qu'avant. Et du coup, est-ce que cette scène-là, par exemple, tu l'as jouée avec quelqu'un à côté de toi, enfin avec l'autre doubleur à côté de toi, ou pas du tout? Non, j'étais seul. Même pas? Ah ouais, ça enlève, tu vois, un petit mysticisme à la scène, tu vois. Le truc, c'est que les rôles importants, tu les fais seul en général, parce que ça dépend du produit, du projet. Mais par rapport au délai en fait d'enregistrement, t'as pas forcément le temps. Parce que si tu mets... alors déjà, il y a aussi les emplois du temps, parce qu'on n'a pas tous le même emploi du temps, donc il faut trouver le moyen de mettre les comédiens ensemble. Et tu vas avoir des scènes à deux, mais pas que. Tu as aussi des scènes seules, donc il faut que tu ailles chercher les scènes de chacun des comédiens, et ça te fait perdre plus de temps que d'être sur un seul rôle, où tu vas filer tout droit sur... parce que si tu veux, ils savent à quel endroit chercher chaque rôle.
dans tous les épisodes, dans un film en entier. Donc, tu as juste à donner le timecode, donc l'endroit, le moment où se trouve la scène, à aller le chercher, à tomber sur la scène. Si tu dois le faire pour 2 rôles, ça prend plus de temps finalement. Donc ça va être plus simple. Ça va être plus simple d'enregistrer un seul comédien. Donc la plupart du temps, sur les rôles principaux, les rôles importants, tu vas être seul. Effectivement, sur des scènes où tu as de l'émotion comme ça, où tu as vraiment quelque chose entre les 2 personnages, malheureusement, tu peux pas avoir cette espèce d'émulation que tu as entre 2 comédiens qui vont jouer ensemble et qui vont se donner la réplique. Si l'autre rôle a déjà été enregistré avant, tu peux l'entendre éventuellement. Bien sûr. Tu vois, on peut te faire écouter la VF pour que tu l'entendes. Mais sinon, non, tu dois l'enregistrer seul et tu dois te faire toi ton rôle. Je vois, parce que du coup, l'émotion de la VO, parce que t'écoutes quoi qu'il arrive. Donc même si... Et finalement, ce qui est bien, c'est que ce que tu me dis, ça revient vraiment à ce que tu m'as dit au tout début, dans le sens que toi, du coup, tu regardes pas d'animé, de manga, enfin, tu lis pas de manga, tu regardes pas d'animé, et du coup, c'est vrai que finalement, comme t'es pas un fan de ça, si en plus à côté, imaginons pour les grosses scènes, t'as pas ton collègue à côté de toi, que t'es pas encore plus mis dans le bain et tout ça, je peux comprendre que finalement t'es pas le même attachement ou le même ressenti par rapport au personnage ou à la série en question, quoi. Oui, parce que, et tu sais quoi, ça a pas de rapport avec le fait d'être fan ou pas, de toute façon, parce que après moi je fais un travail de comédien, donc de toute façon, quel que soit le personnage, tu rentres dedans, quoi. Quel que soit, c'est toujours le même travail au final. Là dans le doublage, pour ce qui est du doublage, j'ai une VO, j'écoute et je vois la VO, donc j'ai déjà une intention de jeu qui est donnée par ce qui a été fait en anglais, en japonais, en italien, peu importe. Après, j'ai une direction du directeur de plateau ou de la directeur de plateau qui me dit voilà, fais-le comme ça, ou la situation est celle-là, donc j'ai déjà 2 indications. J'ai le jeu en VO plus ce que me donne la personne qui va diriger le plateau. Donc après, c'est à moi en tant que comédien de donner cette interprétation et cette émotion. Donc ça, peu importe que je sois fan ou pas. Ensuite, le truc, c'est que il faut comprendre, c'est que forcément, moi, je vais être face à des pièces de puzzle. C'est-à-dire que toi, tu vas regarder ton épisode d'animé, tu vas tout avoir. Tu vas avoir l'image, le son, le doublage, tu vas avoir la séquence qui va se dérouler avec l'histoire, et puis au fil des épisodes, tu vas t'attacher au rôle. C'est plus compliqué parce que moi, je vais voir des bouts, je vais voir que les passages où je vais pas voir les autres passages où je n'y suis pas. Ah ouais, tu vois pas l'histoire, tu vois pas t'as pas le script en plus avant. Tu vois les choses dans le désordre. En fait, tu enregistres pas forcément dans l'ordre des épisodes, et même parfois au sein d'un épisode, tu enregistres pas forcément toujours dans l'ordre. Ah ouais, c'est bizarre ça. Donc du coup, moi, je vais pas forcément avoir l'entièreté d'un épisode, l'entièreté d'une série. Je vais voir que des bribes, donc c'est plus difficile. Alors, je peux m'attacher au personnage pour un affect personnel et parce que au fil des heures, je le travaille. Mais par rapport à la série et l'intégration du personnage dans la série et les personnages qu'il a en face, j'ai pas ce que peut ressentir quelqu'un qui va regarder l'anime en entier. De la même manière qu'un film. Je vais me taper un film pendant 1h30. Si c'est bien fait, je vais m'attacher au personnage, il va y avoir des liens, il va y avoir des évolutions, tout ça. Si c'est moi qui enregistre le rôle, je vais voir que mes parties. Je vais pas tout voir autour, je vais pas avoir un lien avec tous les personnages. Et puis en plus, c'est du travail, tu vois. Tu t'enregistres, et puis tu t'arrêtes, et puis tu refais, puis tu fais une pause, et puis tu vas déjeuner, puis tu recommences, et puis tu t'es raté, et puis parfois t'es fatigué, parfois ça te stresse, parfois ça te fait chier parce que t'y arrives pas. Donc t'es pas en mode spectateur en fait. Donc tu peux pas vraiment regarder le déroulement du film, de l'épisode, peu importe de ce que c'est, et t'attacher à ce qui se passe et suivre vraiment l'évolution du scénario, des personnages. Bien sûr. Donc de toute façon, j'aurais jamais même ressenti que quelqu'un qui est devant son écran, quoi qu'il arrive. D'accord, je vois. Alors justement, tu parlais aussi, donc comme tu disais, la mise en place des séquences, le fait que tu vois pas tout forcément l'évolution des séries, que tu les regardes pas forcément, que tu connais pas forcément ton personnage, j'allais dire, en dehors de ces moments-là, et ce qu'on dit de lui, tout ça. Mais est-ce qu'il y a, parmi tous les rôles que j'ai pu citer précédemment, que ça peut être Soma, Sora, Karma, Izuku, Genos, Yuno, Meruem et Eren, pour citer que principalement, est-ce qu'il y a un de ces personnages-là auquel tu t'es le plus identifié, parce que forcément ils ont pas du tout le même caractère, c'est des rôles qui sont assez polyvalents, et ça montre que d'un côté t'as aussi un grand jeu d'acteur, parce que t'arrives à t'adapter à autant des héros que des méchants, j'allais dire, que des personnages qui sont plus sombres, des personnages plus drôles, et c'est du coup déjà de 1 impressionnant que t'arrives à faire ça. Et est-ce qu'il y en a un, par rapport à leur personnalité et la tienne,
qui te ressemble le plus? C'est pas un secret parce que je le dis à chaque fois qu'on me le demande, c'est Soma dans Food Wars. On voit sur Twitter aussi tes magnifiques plats. Ouais. Tes belles recettes. Soma, j'aime bien le personnage parce que j'aime bien son côté cool, son côté détendu, son côté moqueur aussi. Bien sûr, ce côté moqueur, blagueur. Mais du coup, Soma, c'est vrai que c'est un de mes personnages préférés. C'est un mec archi détend. Donc tu dis qu'en général, le mec qui le double aussi, il a l'air hyper détente et tout. Et c'est quand même justement impressionnant de voir qu'un acteur peut rentrer dans différents rôles comme ça. Et c'est pour ça que c'est cool justement de faire des interviews comme ça pour vraiment connaître un petit peu l'acteur qu'il y a derrière, voir un petit peu ta personnalité, ton évolution, ce que t'en penses. Parce que du coup, ce Soma de Food Wars, tu l'as vraiment jamais suivi intégralement en fait. T'as juste suivi les épisodes où il apparaissait. Bah, pour répondre à ce que tu... Enfin, je vais répondre un peu à tout ce que tu disais. C'est le boulot de comédien de rentrer dans le rôle quel qu'il soit, évidemment. En tant que comédien, t'es proche de ta personnalité, de tes émotions, donc il y a des choses qui sont plus faciles à jouer, d'autres qui sont bien évidemment plus dures. Il y a des choses que parfois, tous les comédiens n'arrivent pas à jouer tout, et puis on n'est pas à l'aise dans tous les rôles. C'est aussi pour ça qu'on nous prend pas non plus, pour n'importe quel rôle, tu vois, parce que en doublage, je vais parler de doublage, hein, un DA qui connaît les comédiens, au bout d'un moment, va se dire lui, voilà, par rapport à son jeu, par rapport à sa sensibilité, par rapport à ce qu'il sait faire, il incarnera bien tel perso. Ce personnage-là, il l'incarnera moins bien que tel autre comédien. Donc forcément, voilà, nous on est censé savoir tout jouer, tu vois, sur le principe. Après, on est plus ou moins à l'aise avec des personnages, des émotions, des situations. Soma, c'est celui, je dirais, de tous les rôles que j'ai fait, c'est celui dont je suis, enfin dans les animés en tout cas, c'est celui dont je suis le plus proche pour ce côté plutôt cool et moqueur et tout ça en fait que j'ai dans la réalité. Bien sûr. Et donc c'est plus facile pour moi à jouer. Et justement, comment tu as c'est hyper intéressant. Franchement, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Ça rebondit bien plus sur les questions que j'ai après et c'est parfait. Tu te sens proche de Soma, du coup, dans sa personnalité, sa façon de faire, donc ça t'aide plus à rentrer dans le personnage. Et justement, comment tu l'as ressenti ce sentiment-là d'interprétation par rapport à Meruem? Je reviens toujours sur Meruem parce que c'est un de mes personnages préférés et je trouve que ton interprétation de lui, elle est magnifique. Lui, c'est un personnage qui est beaucoup plus froid, c'est une créature qui s'humanise de plus en plus, qui a sa vision de la justice qui évolue par rapport aussi au genre humain, c'est ce qu'il pense, etc. Comment justement tu arrives à créer une rupture entre un personnage comme Soma qui est hyper drôle et attachant à un personnage comme Meruem qui va être plus froid, plus méchant? Comment ça se passe dans ta mentalité? Est-ce que tu dois vraiment te concentrer à fond sur ces émotions-là? Est-ce que tu te fais, j'allais dire, une rupture avec ta propre personnalité? Enfin, ça se passe comment en fait? C'est un rôle c'est super dur en fait de passer d'un Avec le doublage, t'as le corps qui rentre en compte, la posture. En fait, la façon dont tu vas te tenir aussi peut t'aider à jouer des choses. Même quand tu dois crier, si tu dois pleurer, enfin tu vas jouer sur les tensions de ton corps, sur les postures, sur les mouvements, ça aide. Donc déjà un personnage comme Meruem, je dois placer ma voix différemment, forcément. Je me positionne différemment, si tu veux, pour faire un personnage comme lui, je vais pas me recroqueviller sur moi-même. Ça va être plus facile de me tenir droit. Même moi, de me donner une posture un petit peu, tu vois, un peu pédante, un peu la tête haute, genre après tout, il est censé être un roi, enfin c'est un prince au début, je crois. C'est ça, enfin c'est le roi, enfin c'est le roi, ouais, c'est ça. Il est censé être au-dessus des autres, donc déjà sa tête, si tu te donnes une posture, tu vois, si t'es un peu droit, si t'es un peu haut comme ça, et quand tu vas parler, déjà tu te mets dans une attitude. L'attitude, elle va te permettre d'aller plus facilement dans la voix et dans l'intonation, l'émotion que tu dois donner. Pour Meruem, moi c'était dur parce que déjà j'ai été obligé d'être dans mes graves. Et moi j'ai une voix plutôt jeune, donc c'est pas toujours facile. Et puis en plus selon le jour, j'ai plus ou moins de graves. Et après c'est pas si dur de jouer quelqu'un de froid et disons de méchant. En fait, c'est pas si dur parce que il y a presque pour la froideur, il y a presque une façon, je vais pas dire de pas jouer, mais tu vois, d'être droit dans ta façon de parler en fait. Je vois, d'accord. Où tu vas être
Tu vas être aussi un peu monocorde éventuellement, tu vois. En fait, c'est de trouver un rythme et une attitude finalement sur laquelle tu vas te positionner, qui va rester du coup la même. Lui, il me semble que lui justement, il avait ce truc où il était très droit, il parlait comme ça. Donc tu vas être aussi dans ce côté-là. Ok. Tu peux trouver une aisance là-dedans finalement. C'est pas facile. Ouais, je vois, mais franchement, je vois le travail que tu as fait, c'est ouf. Bah, surtout quand tu dois faire quelque chose d'un peu droit, monocorde, on va dire ça comme ça. Parce que on t'apprend à fluctuer, on t'apprend à fluctuer ta voix tout le temps, et finalement là on te dit non, les bases les gars, vous les oubliez, vous allez rester droit comme ça. Et c'est vrai que c'est ouf, hein, c'est incroyable. Pour moi, c'est pas facile du tout pour moi. Clairement. Côté droit. Après, je te dis, tu peux trouver une aisance là-dedans une fois que t'es rentré dedans, et une fois que ça peut être facile, ça peut couler tout seul, où tu vas parler comme ça, tu vas pas donner d'émotion et tu vas être droit tout le temps dans ce que tu fais, et puis c'est pas très. Mais ça, voilà, il y a un personnage aussi le personnage a des scènes où à un moment donné il va s'énerver, à un moment donné il va être prétentieux, à un moment donné il va. Donc t'es censé quand même mettre des petites émotions. Donc je trouve ça. Ce qui est dur finalement, c'est pas d'être droit, d'être froid, tout ça. Ce qui est dur, c'est d'avoir les petites émotions dans cette froideur. C'est-à-dire que t'as un personnage qui est naturellement froid, qui parle toujours d'une façon un peu plate entre guillemets, mais à un moment donné, et puis donc avec une voix dans les graves, mais à un moment donné, il va avoir ce petit truc de prétention, il va te piquer, il va s'énerver contre quelqu'un, donc tu dois mettre cette émotion-là, mais tu dois garder ce côté un peu, ouais, tu dois garder un peu ce truc sous-jacent du personnage qui fait qu'il est droit, qu'il est dans un ton un peu posé, où quand lui va s'énerver, il va pas s'énerver comme un autre personnage qui va partir dans tous les sens. Après, encore une fois, j'ai le support de la VO quoi qu'il arrive. C'est ça, t'as le OST derrière, t'as tout qui t'aide à rentrer dedans. C'est un avantage et un inconvénient dans les deux cas, c'est que soit t'as une création de voix, c'est toi qui est la VO en fait, en quelque sorte, la voix originale. C'est un avantage parce que tu fais ce que tu veux. Là où ça peut être un inconvénient, c'est qu'il faut que tu trouves les bons tons, le bon jeu aussi également. C'est ça, ouais. Et l'avantage d'avoir une VO, c'est que t'as déjà, on te donne déjà le jeu que tu dois adopter. On te dit voilà, tu dois le jouer comme ça. L'inconvénient, c'est qu'effectivement, tu dois rentrer dedans. Et t'es moins libre. T'as pas toujours la liberté de le faire comme tu voudrais. C'est ça. Sachant que de toute façon, j'ai ma façon de jouer, j'ai ma personnalité qui fait que je vais le jouer d'une certaine manière, qui sera joué différemment par un autre comédien de doublage français et qui est joué différemment par le comédien japonais en l'occurrence, surtout la langue étant différente. Les intonations sont pas les mêmes, les phrasés sont pas les mêmes, et donc je vais essayer de le faire à ma sauce. Et après, donc un personnage comme Soma, c'est plus facile parce que j'ai l'aisance, je te dis, du caractère du personnage, qui est plus proche du mien. Et puis il y a un truc jouissif aussi, c'est que c'est moins technique, du coup, qu'un Mervem. Pour moi, c'est moins technique. Et il y a le côté jouissif parce que ça m'éclate. Ça m'éclate à regarder, ça m'éclate à voir, et du coup, ça m'éclate à le faire. Donc j'ai un plaisir supplémentaire que je n'aurais pas sur Meruem, qui fait que je me glisse plus facilement dans le rôle de Soma, en fait. Je vois, en ce cas c'est parfait. En ce cas, ton avis est nickel, tu nous as apporté pas mal d'éléments. Franchement, c'est nickel, c'est nickel. Je voulais revenir sur un point en fait, du coup, justement, tu disais qu'il y a des personnages que tu aimes plus interpréter que d'autres. Est-ce qu'il y a un personnage, globalement, que tu as détesté interpréter? Ouais. Là aussi, c'est pas un secret, hein, je l'ai déjà dit, c'est Izuku Midoriya. Ah non, non, t'as pas le droit de me dire ça. Si, j'ai le droit, je le dis en plus. J'adore My Hero Academia, mais du coup, pourquoi tu l'aimes pas? Parce que c'est un personnage qui est un peu trop naïf, qui est un peu foufou sans être drôle, forcément. Alors, d'un point de vue personnel et donc du personnage en lui-même, il est extrêmement cucu et génial. Ouais, c'est vrai qu'il est très niais ce perso, ouais, c'est vrai. Il pleure, enfin, moi je supporte pas ce genre de personnage, ça me casse, ça me casse la tête. Déjà dans la vie de tous les jours, les gens qui arrêtent pas de se plaindre et de gémir, ça me gonfle. Ouais, alors, quand tu vois les gens se plaindre et que tu dois interpréter ça, ça va te saouler quoi. C'est censé être un héros, il évolue, il découvre des pouvoirs, ses pouvoirs évoluent, mais il passe son temps à se plaindre. Donc moi personnellement, déjà il me casse la tête. Vraiment, j'en peux plus de ce personnage. Non mais en vrai, je te comprends en vrai. Je te comprends, mais après, c'est vrai que quand tu suis l'évolution de la série, après tu comprends que c'est pas que ça. Même si t'aimes My Hero Academia, même si t'aimes le personnage, oui, carrément. Il faut être honnête, il se plaint tout le temps, il arrête pas de pleurer. Même quand il a des passages où il commence à sortir ses muscles en disant ouais, je vais faire ça. 2 minutes après, il fait ouais, mais je sais pas, je suis pas sûr de moi, je doute. Ta gueule en fait, juste ta gueule. Ouais, c'est vrai que ça fait c'est un peu chiant et c'est vrai que ça a beaucoup rebuté certains. D'ailleurs, certains de mes potes qui me disent souvent Izuku, que son VO ou en VF, il chiale. Nous, on veut un héros badass, on veut un mec qui est confiant, qui croit en ses rêves et tout.
C'est vraiment, il chiale tout le temps. Mais c'est vrai qu'après, quand tu évolues dans la série, après, quand tu suis les chapitres et les animés et tout, les épisodes, après, il a une grosse évolution, il est plus trop comme ça. Enfin, toujours quand même un petit peu, parce qu'il faut quand même garder les bases d'une personnalité, ça se change pas du jour au lendemain. Mais c'est vrai que, non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi sur certains points, et c'est vrai que, finalement, entre Soma et Izuku, c'est vrai qu'aussi, il y a une énorme personnalité, enfin, il y a un écart de personnalité qui est important, et du coup, on comprend que toi, tu kiffes plus Soma que Izuku, quoi. C'est normal. Ah ouais, c'est deux personnages, mais qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, de toute façon, qui sont pas dans des situations ah bah oui. similaires. Et puis voilà, je sais pas, on est à quoi? On doit en être à 4 saisons sur My Hero Academia. Et au bout de 4 saisons, il trouve toujours le moyen de pleurnicher. Enfin, il a toujours le nez qui coule tous les 3 épisodes. C'est chiant. Vraiment, c'est chaud. Ah non, en vrai, c'est chaud. Mais en vrai, les fans de My Hero Academia sont en sueur devant cette vidéo. Je vous dis, les amis, tout est fait en toute honnêteté, mais ne vous emballez pas trop parce que vous savez tous comme nous, enfin comme vous et moi, c'est Izuku, ouais, c'est pas le plus badass des héros de base. Bien sûr, il devient badass au bout d'un moment. On ne spoil pas ceux qui regardent, ceux qui lisent les mangas comme moi. Mais j'espère pour moi qu'il devient badass, ouais, parce que ça devient. Ah, tu vas pas t'ennuyer après, crois-moi. Hein. Tu vas pas du tout t'ennuyer après, hein. Crois-moi. Bon, désolé pour les fans, mais déjà qu'on aime ou qu'on aime pas un personnage, il faut être capable d'avoir du recul et de se rendre compte de ses. Faut être objectif dans la vie. Des défauts et autres, faut être objectif et objectivement, c'est un pleurnichard. Et de deux. Quelle idée d'être fan de Deku. Quelle idée. Katsuki, bordel, Katsuki. Ça, c'est la vie. Ou Shoto. Je pense qu'il y a plein d'autres personnages qui sont plus classe. Et puis après, bah oui. Juste dans d'autres animés, il y a plein d'autres personnages qui sont mieux. Non, c'est vrai, moi je suis un grand fan de My Hero Academia, mais je le dis, moi je préfère largement dans ce manga-là les personnages comme Fumikage, comme Shoto et Bakugo, qui sont dans la même classe, qui sont plus stylés quand même peut-être en termes de pouvoir. Bon, lui, il a le One for All, qui est quand même le pouvoir le plus pété qui existe quasiment, mais... mis à part ça, Chara Design il est pas ouf, c'est vrai qu'il est moins intéressant que d'autres quoi. Et dans son histoire aussi. Je trouve que c'est assez symptomatique de beaucoup d'animés, enfin par rapport à ceux que j'ai vus, de beaucoup d'animés même je dirais récents, où le héros parfois est plus insupportable que les personnages secondaires, parce que ils ont cette volonté d'humaniser le héros, enfin faut pas qu'il soit tout de suite pété. C'est ça, ouais. Il a des valeurs morales, c'est normal. Et du coup, j'ai l'impression que souvent, ils en font un personnage, et c'est pareil pour RN, hein. Ils en font un personnage où du coup, ils passent leur temps à se remettre en question. Dans un épisode, la moitié de l'épisode, il est en train de douter et de se faire des monologues. Ils font un pas en avant, mais ils refont un pas en arrière. Et du coup, j'ai l'impression que c'est un peu souvent comme ça. Moi, les animés que je regardais, c'était à l'époque du Club Dorothée, donc c'était il y a longtemps. C'était un peu différent. Il y a toujours ce processus qui est le même d'un héros qui doit évoluer. C'est ça. Il part de nulle part, il est censé s'améliorer, il doit avoir des doutes, il doit faire des rencontres. C'est le parcours du héros, c'est un peu le classique. Le shonen classique, ouais. C'est un classique que tu retrouves dans des films, des séries, c'est un truc de base. C'est un nom, déjà, de toute façon, ça se retrouve dans des écrits, dans des gens qui ont théorisé le récit, le scénario, tout ça. Donc c'est normal. Mais moi qui ai grandi avec Dragon Ball Z, ça te fait un choc, quoi, du coup, et d'avoir un personnage qui est rigolo, un personnage qui se si tu veux, Dragon Ball Z, quand ils étaient en difficulté, ouais, ils avaient des doutes. Mais ils se battaient. Ouais, ils se remettaient en question, mais ils passaient pas 3 heures à pleurnicher, il allait s'entraîner et revenait plus fort. Et ainsi de suite. Il y avait un méchant qui arrivait qui était tout de suite plus fort, et il s'entraînait, etc., etc. Il passait pas 3 heures à pleurer en disant je suis une merde, et les autres ils disent mais non, t'es pas une merde, regarde. Ah oui, t'as raison, je suis pas une merde. Et puis l'épisode suivant, mais non, je suis une merde. Stop, quoi. En fait, juste c'est relou. Soit t'es un héros, soit tu l'es pas. Qui est beaucoup plus agréable dans un One Punch Man, qui est fait pour rendre hommage et parodier en même temps tous ces. Bien sûr. C'est des shonen, je crois, que ça s'appelle. Ouais, c'est pour se parodier un peu tous les super-héros, tout ça. Bah, c'est surtout qu'on parodie ce moment où le héros devient très puissant. Exactement, ouais. Et défonce le méchant enfin, pas forcément en un claquement de doigts, mais du coup, justement, ça a été poussé. Sans transpirer, ouais. Paroxysme. Et on élimine un petit peu ce côté blabla, ce côté ah, je sais pas, j'ai des doutes, et on va directement à l'essentiel. Évidemment, c'est pas la même chose. C'est bien plus agréable et plus jouissif qu'un personnage qui pendant 4 saisons passe son temps à... Parce que 4 saisons, c'est-à-dire qu'à bout d'un moment, t'es censé avoir pris un minimum de confiance en toi. T'as évolué, quoi. Il a évolué, mais il a évolué vite fait. Même là, il trouve le moyen d'avoir des réminiscences des premières saisons où il pleurniche à moitié comme un bébé, comme il était au début.
tu te dis merde, finalement on n'a pas évolué tant que ça. Donc, ouais, c'est vrai que ça peut arriver. D'un point de vue personnel, ouais, le personnage me gonfle. Je déteste Izuku Midoriya. Je comprends. Désolé. On dira pas plus que ça pour pas énerver les gens. Oh, je pense qu'on les a déjà bien énervés là. Non, ça va, je pense que ceux qui sont intelligents, qui prennent un peu de recul, ils comprendront ce que tu dis et ce que je dis. Et sinon, par rapport simplement aussi aux fans, du coup, vu qu'on parle des fans et de leur ressenti, comment est-ce que toi-même, en tant que comédien de doublage, tu ressens l'engouement des fans autour de la culture japonaise qui est de plus en plus étendue en France? Je pense aux mangas et aux animés principalement. Comment tu le ressens toi en tant que comédien quand tu vas dans des événements, quand tu es invité, quand tu signes des dédicaces, etc. ou tu en entends parler autour de toi? Comment tu ressens cette hype en fait autour de cette culture? Déjà effectivement je le ressens que on va dire soit sur Twitter quand on s'adresse à moi, ou en convention quand je suis invité et que je suis face aux, on va dire aux fans. Ouais. C'est particulier parce que moi j'ai eu cet engouement pour la culture japonaise. Avec le Club Dorothée du coup? Bah ouais, parce que c'est ce qui a apporté, c'est con mais c'est ce qui a apporté la culture japonaise en France. Bah oui. Ça l'a démocratisé entre guillemets. La culture japonaise par le biais des animés, c'est comme ça que en fait je me rends même compte que les gens de ma génération, les gens qui ont à peu près mon âge, que ce soit mes amis ou des amis d'amis, ont souvent cet engouement pour la culture japonaise. Et souvent grâce au Club Dorothée, aux animés qu'ils ont regardé gamins. Bien sûr, c'est la base. Et du coup, après, tu t'es intéressé à la culture, la bouffe aussi, parce que t'as pas besoin de t'intéresser à la culture japonaise pour manger japonais. Ouais, les ramen, des trucs comme ça, c'est des plats typiques qu'on a et qui nous ont tous plu, ouais. Tu peux être amené à manger japonais et justement à t'intéresser à la culture japonaise par le biais. T'as plein de biais pour la musique. Enfin, tous les fans de K-pop, oui. Et K-rock, J-rock, tout ça. Je pense à un moment donné, soit ils se sont intéressés à la culture, ils sont tombés dessus. Soit ils sont tombés d'abord là-dessus, puis après ils ont peut-être poussé la culture japonaise, coréenne et autres pour en apprendre plus. Du coup, ce que je retrouve chez eux, c'est ce que je retrouve chez moi, enfin ce que j'avais chez moi quand j'étais plus jeune, parce qu'aujourd'hui j'ai pas le même intérêt pour la culture japonaise, évidemment. Donc je retrouve des choses que j'avais chez moi avant, je retrouve des choses que j'ai chez moi encore aujourd'hui. Après c'est différent parce que je me rends compte que ça va peut-être paraître péjoratif ce que je dis, mais je me rends compte que, en tout cas par rapport aux gens avec qui j'ai un contact, j'ai l'impression que la plupart du temps la culture japonaise tourne autour de l'animé. C'est-à-dire qu'ils ont une vision assez réduite de la culture japonaise qui tourne autour de ce qu'ils ont vu dans les animés, des seiyuu pour ceux qui regardent pas du tout la VF. Même ceux qui regardent la VF s'intéressent aux seiyuu également, de toute façon. Et tu sais, du coup... Alors j'avais eu ce débat-là avec des amis, et c'est vrai qu'en général, la culture japonaise, je vois simplement avec mes parents, pour eux ça se limite de base à les mangas qu'on t'achète, les animés que tu regardes à la télé, aux jeux vidéo que tu peux avoir qui sont japonais de base, et ou la bouffe, comme tu dis la bouffe. Et c'est vrai que quand tu rentres plus dans cette culture-là, tu t'aperçois finalement qu'il y a autre chose derrière, il y a des valeurs, il y a des traditions, il y a une façon de penser, il y a un mode de vie, il y a toutes sortes de choses qui vont petit à petit se modeler, auxquelles on n'adhère pas forcément tous, parce que moi j'entends les gens, ils disent moi la VO, j'aime pas les japonais quand ils parlent, j'aime pas quand ils exagèrent tout, j'aime pas leur bouffe, j'aime pas leur dessert, j'aime pas ça, j'aime pas ça, mais j'aime pas leur écriture. C'est un mode de vie et une société finalement qui est différente de la nôtre, qui a su évoluer au fur et à mesure du temps comme la nôtre, et finalement c'est des choses dans lesquelles soit tu rentres, soit tu adhères pas, et c'est vrai que ça se limite souvent aux conventions et aux animés que tu peux découvrir, ou par rapport aux on-dit. Des fois c'est beaucoup les on-dit ou ce que tu as entendu, et c'est quand même un petit peu dommage, quoi. Mais c'est vrai que du coup sur les conventions, c'est comme généralement c'est axé animé. Les gens qui sont fans d'animé, donc sont fans de la culture japonaise, sont fans de la culture japonaise souvent décrite par les animés. Il y en a beaucoup qui en connaissent pas plus que ce qu'ils ont lu, ou parce qu'ils ont mangé des sushis ou des takoyaki en convention, tu vois. Sachant que le sushi en plus c'est pas très révélateur de la gastronomie japonaise. Ouais, puis bien souvent dans les animés, des fois ils exagèrent plein de trucs et du coup c'est pas vraiment représentatif. T'as rarement des animés. Évidemment, mais comme pour tout, la première culture qui est venue à nous, c'est la culture américaine. C'est ça, avec les comics et tout ça. Des séries, de la musique, des films américains. Séries, ouais. Et là aussi on a une image qui est forcément biaisée, puisque c'est l'image qui est véhiculée par tous ces médiums. Et si tu t'intéresses pas un peu plus loin à la culture, tu vas pas aux États-Unis pour découvrir le pays, parler aux gens, tu auras une certaine image
comme les étrangers ont une certaine image de la France, tu vois. Finalement, ouais, Et c'est c'est fatal. une image qui a été véhiculée par quoi? Par la mode, par le luxe, par des films et des séries. Avec l'époque, on avait le béret sur la tête, la baguette de pain sous le bras. Les clichés, quoi, ouais, exactement. Mais les Après, clichés, t'as les ça gens nourrit qui la vont culture, faire hein. les touristes. De quoi? Les clichés, ça nourrit la culture, finalement, hein. Ouais, mais bien En sûr. bien Mais comme en après, mal, hein. faut se rendre compte aussi qu'un cliché, c'est basé sur quelque chose de vrai. Hein. De base, Un ouais, cliché, ça vient de nulle part. C'est pas un mensonge. c'est C'est pas ça. une invention. Un cliché, c'est que tu prends quelque chose qui existe et qu'à la limite, tu le généralises ou Ouais, tu l'amplifies, quoi. tu l'amplifies. Mais un cliché, c'est vrai. Bien sûr. À la base, c'est vrai. Ça veut pas dire que ça doit tout représenter non plus, mais un cliché, ça reste vrai. Et tu vois, t'as les touristes qui viennent en France et qui vont juste visiter Paris, qui vont visiter que les endroits touristiques de Paris, donc qui vont avoir une certaine image de Paris, qui vont voir, parce que aussi c'est vrai, des Français qui vont faire la gueule, des Français qui vont pas être agréables, et du coup ils vont se dire les Français font la gueule, ils sont pas agréables. Les Parisiens Les font la Parisiens gueule, ils font sont la pas gueule. agréables. C'est Bah, pas pareil en, Dans le sud, ouais, vas-y, viens dans le Normandie, sud. c'est pas pareil dans le sud-ouest, c'est pas pareil dans plein d'autres régions de la France. Moi, je suis normand à la base. J'y retourne régulièrement parce que j'ai de la famille là-bas. Ma copine vient de comment ça s'appelle? De Bourgogne. Je suis déjà allé à Lyon, je suis allé dans plein d'endroits différents. Et tu te rends compte que déjà d'une région à l'autre, les gens se comportent pas pareil, mais ensuite que les gens sont plus sympas et plus détendus en dehors de la région parisienne. Donc forcément, si tu gardes l'image de la région parisienne pour donner une image de la France, ça marche pas. De la même manière, si tu regardes les animés ou que dans les conventions, t'as vu, je sais pas, t'as vu 2-3 intervenants, tu les as entendus parler, tu dis bah ok, le Japon, c'est l'image que j'en ai vis-à-vis de ça et c'est ça le Japon. Et tu risques d'avoir une image qui est C'est biaisée, qui limité, est pas ouais. la bonne non plus. Mais finalement, c'est les gens aussi, finalement, tu sais, qui s'ouvrent pas entièrement à une culture, du moins qui sont pas eux-mêmes dans le pays ou dans les différentes régions, et qui, ouais, comme tu Ouais. dis, se limitent à l'image qu'on leur donne, en fait, et qui se font pas leur propre image du Japon par rapport à de vraies recherches, de vraies attentes, je veux dire, qui sont satisfaites par rapport à une découverte, par rapport à des recherches, et c'est quand même dommage. Je suis d'accord avec toi, hein, Et- si tu fais pas les recherches Mais toi-même, tu peux que pas tu fais pas forcément ton image, vouloir aux gens non, parce que t'as pas toujours envie de creuser plus loin et que c'est ça, parfois, que ce soit inconscient ou pas, t'as une image d'une culture et t'as peut-être envie d'avoir que cette image-là parce que c'est une image qui te renvoie que des choses positives, c'est l'image qui te plaît, c'est la culture que, enfin, c'est le biais par lequel tu veux voir la culture japonaise. Si ton truc c'est les animés, je veux dire des trucs bêtes, hein, c'est les animés, les sushis et la J-pop, et que tu veux que le Japon pour toi ce soit cette image-là, si c'est ce qui te plaît, tant mieux. ouais, tu veux Parce pas que voir les à ça côté, te, ouais, ça te fait du bien, ça te bien sûr. réconforte, c'est un truc qui te plaît, t'aimes cette culture et voilà. Maintenant, faut pas oublier que les animés, il y a aussi beaucoup de jeunes, et quand je dis jeunes, c'est ados, pré-ados et même avant, qui regardent des animés, qui vont en convention. Les conventions, Bien il sûr. y a très peu de... enfin, il n'y a pas énormément d'adultes. Et même si t'enlèves les parents qui accompagnent les enfants, les plus jeunes, il n'y a pas tant que ça d'adultes. Il y en a, évidemment qu'il Il y y a en a des bien adultes sûr, qui ouais, regardent pour des animés. accompagner souvent, ou des fans comme Mais nous qui ont grandi. du coup, les conventions, elles sont, enfin, les trois quarts sont des gens qui, allez, je vais dire, ça va jusqu'à 15-16 ans, allez, jusqu'à 17 ans, les trois quarts. Euh, donc, tu as aussi un point de vue qui est le tien à cet âge-là. Tu vois, ta personnalité, elle est différente à cet âge-là que T'as plus pas le même tard. recul sur les choses, ouais. Bah, déjà, entre un gamin de 10 ans et un, je vais dire gamin exprès, mais entre un gamin de 10 ans et un gamin de 15 ans, déjà, Il y a une évolution, en ouais, 5 ans, il s'est passé beaucoup de choses dans bien ta sûr. vision du monde, dans tes goûts, ton évolution, donc tu vas pas percevoir les choses de la même façon. Donc à Entre 20 ans, c'est 15 après, et ouais, 25 et 30, c'est pas pareil non c'est plus. ça. Donc, l'engouement de la culture japonaise, je la vois aussi souvent à travers ces gens-là, dans les conventions et autres, donc les enfants, les adolescents, tout ça, et qui est aussi un point de vue un peu, comment dire, bah, déjà c'est le point de vue d'un enfant ou d'un adolescent. Donc déjà lui il a un point de vue sur le monde qui est pas le même. C'est ça. T'as pas les mêmes responsabilités qu'un adulte. Euh, ta vie elle s'articule autour de l'école, de tes parents, de tes amis. Les choses sont très différentes, tu vois. Pas les mêmes Et puis priorités, ouais. t'as des goûts à ce moment-là que t'auras pas plus tard. T'es plus crédule, t'es plus. Je cherche un mot depuis tout à l'heure, mais je le trouve Immature? pas. Non, bah oui, immature, oui, forcément, mais du coup, c'est. Non, ça se rapprochait sûrement de crédule, mais je l'ai plus. Le côté un peu innocent, tu vois. Ouais. Donc t'as un point de vue sur la culture japonaise vis-à-vis des mangas que tu te bouffes et de ce qu'on te montre dans les conventions.
qui est un peu biaisé aussi par ton âge, parce que tu vas croire, tu t'en parlais tout à l'heure, tu vas pas chercher plus loin, tu vas pas aller au-delà. Bien sûr. Donc voilà, après c'est bien si ça peut les amener sur une culture qui est intéressante, et si ça peut même les amener sur la culture asiatique en général. C'est ça. Puisqu'il y a beaucoup de commun entre les différents pays de l'Asie, et puis c'est une culture qui est tellement différente de notre culture à nous que si ça peut les amener à ça, tant mieux. Après, étant pas fan de manga, voir des gens qui ne voient la culture japonaise que par les animés, ou même la culture de manière générale que par les animés, j'avoue que ça a tendance à m'agacer un peu. Bah disons que ouais, c'est très vite limité, quoi. Tu peux pas limiter une culture à seulement un aspect de la culture elle-même, en fait. C'est pas possible. C'est bien, mais tu peux regarder des films, tu peux regarder des séries, tu peux lire des livres, tu peux regarder des documentaires, enfin tu vois, t'as plein de choses que tu peux faire. Bien sûr, t'as tellement de choses à faire. Je parle même pas des... comment ça s'appelle, des expositions, que ce soit pour de l'art, de la musique ou pas. Bien sûr, mais c'est compréhensible. Hein. Ah, le principe de l'otaku, hein. Bah voilà. Et pour tout, pas que pour les animés, mais pour tout, quand ça devient fanatique, j'ai envie de dire, hein, ça vient de l'almophane après tout. Quand ça devient au point où c'est que ça, je trouve que c'est pas une bonne chose. Pour moi, c'est nocif déjà. Bah après, disons que là, on rentre dans un autre sujet, c'est le fait aussi qu'il y en a qui des fois qui cherchent un... J'allais dire, j'ai connu des gens comme ça qui cherchaient un réconfort là-dedans, qui des fois ont plein de problèmes en dehors et qui quand ils regardent des animés, qui lisent des mangas, ils arrivent à s'échapper, s'évader dans un univers dans lequel ils aimeraient bien vivre et tout. Et c'est vrai que ça peut être nocif dans le sens de s'enfermer. Hein. Il y a plein d'aspects positifs. De toute façon, c'est toujours... S'il y a des univers qui te parlent et qui te permettent de te sentir mieux, tant mieux. Bien sûr. Moi, j'en ai aussi. Par contre, faut pas se fermer. Si oui, c'est vraiment s'enfermer dans un univers. C'est dangereux, ça. Bah déjà, oui, c'est dangereux. Et puis les animés, les mangas, c'est pas la réalité, quoi. Tu vois, ouais, par rapport à la réalité, par rapport à ce qu'il y a autour, c'est pas grand-chose. C'est vrai, il y en a beaucoup trop. Après, bonne ou mauvaise chose, ça dépendra de chacun et de sa situation personnelle et tout, mais après, c'est un autre sujet, comme on a dit, ouais, c'est un autre sujet. Et du coup, pour terminer la vidéo et donc cette interview, est-ce que tu aurais éventuellement une réplique ou deux d'un de tes personnages préférés que tu as envie de nous dire en vidéo comme ça? Si t'en as pas, c'est pas grave, hein, mais... Ouais, non, parce que c'est difficile. Alors, c'est difficile d'en avoir. Non, il y a une réplique que je peux plus entendre. Mais vraiment, je peux plus la blairer celle-là, mais je passe mon temps à la dire. C'est... comment ça s'appelle? Merde. Ah, c'est Izuku Midoriya. Bizarrement, j'étais sûr que c'était lui. C'est quoi son pouvoir, là? Detroit Smash. Ouais, Detroit Smash. J'en ai marre de dire Detroit Smash et j'en ai marre de dire Plus Ultra. J'en peux plus. Parce que je crois que c'est à chaque fin d'épisode, quand tu fais le teaser d'épisode suivant, c'est Plus Ultra, donc ça, j'en peux plus. Après, tu vois, on parlait de Soma tout à l'heure. Moi, ça m'éclate à chaque fois qu'il fait à votre service. À votre service, ouais, c'est nickel. C'est le truc limite que je devrais écrire à chaque fin de mes tweets quand je mets une recette. En tout cas, Bastien, je te remercie pour ton temps. Ça m'a fait extrêmement plaisir de te recevoir sur la chaîne. J'espère en tout cas que tous les abonnés aussi ont kiffé le moment de parler à la voix française de Eren, de Meruem, de Izuku, de Soma. J'espère en tout cas que ça t'a plu et qu'éventuellement tu voudras revenir pour pourquoi pas faire des streams, des lives avec moi ou pour parler directement avec la communauté, ça t'intéresse? Bah écoute, à l'occasion, pourquoi pas, moi tu me proposes, y a pas de problème. Nickel, en tout cas ça m'a fait super plaisir, en tout cas moi aussi en tant que fan des animés depuis que je suis petit, ça fait forcément plaisir de voir les personnalités derrière les AVF, ça fait aussi plaisir de partager ça à la communauté qui des fois ne découvre pas l'envers du décor, j'ai envie de dire. Tu nous as sorti des anecdotes hyper intéressantes, ton évolution, sur ton parcours, sur tes personnages. Du coup, je te remercie vraiment énormément et j'espère vraiment que la vidéo plaira à tout le monde aussi. Merci à toi. Bah écoute, merci à toi, content que ça t'ait plu et j'espère que ça plaira aux gens. Parce que Dieu sait que j'en dis des choses, je suis bavard. Ah mais de toute façon, tu vois, la vidéo, je pensais qu'elle allait durer, tu sais quoi, 30-40 minutes. Je crois que ça fait déjà 1 heure qu'on tourne, donc ça va être très dur de réduire ça parce que t'as dit tellement de trucs intéressants. Et même dans le débat et tout, que ça va être chaud de réduire. Mais moi, peu importe que ça fasse 40 minutes, 1 heure, la vidéo sortira avec tout ce qu'il y a de plus intéressant dedans. Donc merci à toi pour ton temps. Tu sais, au pire, t'en fais plusieurs parties. Oh, tu sais, moi j'aime bien mettre tout d'un coup. Moi, tu sais, je suis un mec comme ça. J'ai tellement de trucs à faire, tu sais, de gros projets vidéo à sortir que je veux pas des fois couper en deux. Je suis comme ça. Okay, ouais. Mais du coup, en tout cas, les amis, je vous remercie de votre attention sur la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisserai vous abonner et cocher la cloche pour ne pas rater les notifications des prochaines vidéos, dont celle-ci qui va sortir dans la semaine.
Suivez-nous sur nos réseaux, vous aurez bien sûr les réseaux de Bastien dans la description ou qui s'affichent ici. Comme ça, vous pourrez aller le voir aussi pour lui parler sur ses réseaux, Instagram et Twitter si t'as les deux. T'as Twitter et Instagram, il me semble. Ou t'as que Twitter? Non, Instagram. Ok, t'as que Twitter. Ouais. Ok, bah t'as que Twitter. Ouais. Donc je te l'afficherai ici pour qu'il puisse venir te parler et tout ça. Je vous remercie en tout cas les amis, passez d'excellentes fêtes encore pour ceux qui continuent de les fêter. Et à bientôt. Ciao les gars!